mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à ces numéros de l'émission Profondeur du droit consacrée aujourd'hui à la justice transitionnelle. Qu'entend-on par justice transitionnelle? Quelle est la relation entre justice transitionnelle et justice pénale internationale? Voilà des questions et tant d'autres auxquelles va répondre notre invité de ce soir depuis la Belgique avec nous. Donc, le professeur Eugène Bakama Bopé, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes docteur en droit de l'université d'Aix-Marseille en France. Vous êtes président du club des Amis du droit du Congo et vous êtes membre du groupe d'experts africains sur le droit pénal international. Nous vous recevons donc aujourd'hui dans le cadre de cette émission pour parler de la justice transitionnelle. Qu'entend-on par justice transitionnelle? Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Donc, il existe plusieurs définitions de la justice transitionnelle. D'abord, c'est une notion qui est assez floue, mais la définition que nous allons retenir, c'est la définition qui a été proposée par le secrétaire général des Nations Unies dans le cadre du rapport sur le rétablissement de l'état des droits. Le secrétaire général préfère beaucoup plus le terme de justice des transitions, qu'il considère comme étant un éventail complet de diverses mesures ou mécanismes tendant à aider les États qui sont dans des situations post-conflit à faire face à différentes violations qui ont été commises sur leur territoire. Mais quand on regarde aussi au niveau de la doctrine, on voit que la doctrine essaye de donner une définition. Nous allons retenir la définition du professeur Xavier Philippe qui considère la justice transitionnelle comme étant une justice qui vise à confronter l'héritage d'un passé violent lié soit à un conflit ou à d'autres formes de violence ou d'oppression, à la réalisation des transformations politiques majeures dans un État. Donc, c'est une justice qui est rendue, envisagée en cas de post-conflit dans les États. D'accord. Tout à fait. Donc, c'est quand il y a par exemple des situations de crise ou après un long conflit dans un État, on envisage des solutions pour, disons, faire face au passé de cet État-là. Et quelle est la finalité exactement de cette justice transitionnelle? La finalité? La justice transitionnelle a pour finalité de permettre aux sociétés post-conflit de répartir sur de nouvelles bases et notamment aussi d'instaurer ou de restaurer une paix durable et d'instituer une société plus démocratique ou plus juste. Quel est le lien, s'il existe, entre la justice transitionnelle et la justice pénale internationale? Est-ce que ces deux formes de justice sont-elles complémentaires ou bien elles sont plutôt concurrentes? Oui, c'est une excellente question. Évidemment, il faut dire que donc les deux justices ont un objectif commun, c'est celui de lutter contre l'impunité. Mais maintenant, les deux formes de justice sont à la fois complémentaires et parfois ils peuvent être concurrentes. Complémentaires quand on voit que aujourd'hui on doit reconnaître les limites de la justice pénale. Donc, c'est-à-dire quand, par exemple, il y a des crimes qui se commettent sur un territoire donné, on voit bien que la justice, par rapport à l'ampleur des crimes commis, la justice nationale peut être limitée, c'est-à-dire, quelle que soit la bonne volonté, cette justice ne pourra pas poursuivre tout le monde. C'est à ce moment-là que la justice transitionnelle vient à la rescousse de la justice, tant pénale au niveau national ou international. On considère cette justice nationale comme étant disons, une thérapie partielle, parce que la justice transitionnelle, dans son approche holistique, qui veut qu'on prenne en compte non seulement le droit des victimes, on prend aussi en compte les poursuites ou la recherche de la vérité. Donc, cela amène à ce qu'il y ait une certaine complémentarité entre les deux justices. Et donc, par rapport aux méthodes, les deux justices ont des différentes méthodes, des méthodes parallèles. La justice pénale vise notamment à l'arrestation et la poursuite des auteurs, alors que la justice transitionnelle se focalise beaucoup plus
sur les intérêts des victimes. Et donc, ça, c'est l'aspect au niveau complémentarité. Maintenant, les deux formes de justice peuvent devenir concurrentes, voire même peuvent avoir une relation de méfiance. Ici, on peut prendre l'exemple de Gachacha. Le Rwanda avait décidé, mis à part l'existence du tribunal pénal international pour le Rwanda, de mettre en place des mécanismes nationaux appelés les Gachacha. Et donc, on voit bien que les Gachacha et le TPIR n'ont pas eu de bonnes relations. Donc, notamment du fait que le TPIR n'a pas pris en compte l'existence des Gachacha, alors que les Gachacha, même si aujourd'hui on peut critiquer cette forme de justice par rapport au travail qui a été fourni, mais il faut se rendre bien compte que le Rwanda avait fait avec ce qu'il avait à ce moment-là. Donc, étant donné que les structures judiciaires ne fonctionnaient pas par rapport au génocide, et donc le Rwanda a fait avec ce qu'ils avaient, donc les Gachacha. Et donc, les Gachacha, la relation entre les Gachacha et les TPIR était plus ou moins conflictuelle. Un autre exemple qu'on peut souligner, c'est au niveau de la Sierra Leone. En Sierra Leone, il y a eu la présence d'une commission vérité et réconciliation à côté d'un tribunal spécial pour la Sierra Leone qui fonctionnait. Et les deux tribunaux n'avaient pas, plutôt le tribunal en question et le mécanisme de justice transitionnelle n'avaient pas de bonnes relations parce que certaines personnes qui venaient devant la commission vérité et réconciliation pour, disons, plaider ou raconter ce qui s'est passé, craignaient d'être poursuivis par la suite par le tribunal. Donc, vous voyez que à un certain moment, les deux mécanismes, que ce soit la justice pénale internationale, que ce soit la justice transitionnelle, peuvent avoir des relations plus ou moins concurrentes. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que cette justice transitionnelle s'intéresse plus à l'intérêt de victimes. Hein? Donc, c'est une justice pour les victimes, en fait. C'est une justice avocat des victimes. Oui, tout à fait. Si on regarde, parce que l'analyse, l'approche de la justice transitionnelle, c'est avec plusieurs piliers. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas simplement l'aspect justice. On voit aussi les réparations, on voit la recherche de la vérité, on voit aussi les garanties de non-répétition. Alors que la justice pénale en soi vise, traditionnellement, on sait que c'est l'approche rétributive. C'est-à-dire, on poursuit, on arrête et on poursuit ceux qui ont commis des crimes. Mais la justice transitionnelle va au-delà, ne se limite pas simplement à l'aspect rétributif. La justice transitionnelle va aussi vers la recherche de la vérité, va aussi dans le cadre des réparations qui doivent être octroyées aux victimes. Et on sait que déjà que, vous avez parlé tout à l'heure de la Cour pénale internationale, la CPI, hein, qui existe déjà, qu'il y a déjà une justice internationale aussi pour poursuivre des problèmes causés après des crimes de guerre, après la guerre, tout ça. Mais quelle est la relation alors, hein, la relation entre la CPI et la justice traditionnelle? Comment travaille-t-elle, la Cour et la justice, comment travaille-t-elle dans le cadre donc de ce vouloir de rendre justice? Il faut d'abord noter que quand on lit les statuts de Rome, hein, les statuts créant la Cour pénale internationale, le concept de justice transitionnelle ne figure pas. Donc, mais la CPI ne peut pas ignorer donc ces mécanismes de justice transitionnelle. Parce que, comme je l'ai dit au début de l'émission, la CPI, malgré sa bonne volonté, ne peut pas poursuivre tout le monde. Et donc, quand la CPI engage des poursuites dans une situation donnée ou dans un état donné, donc la CPI se focalisera uniquement sur les personnes ayant la plus grande responsabilité dans la commission des crimes, qu'on appelle entre guillemets le gros poisson. Maintenant, que fait-on des autres personnes qui ont commis des crimes? Ça veut dire, soit c'est la justice nationale qui pourra poursuivre les autres qui ont commis des crimes parce que la CPI est complémentaire aux juridictions nationales. Maintenant, même les juridictions nationales ont aussi des difficultés dans la poursuite des crimes.
ce qui fait qu'il y aura toujours ce gap de l'impunité qui va exister. Donc, c'est à ce moment-là qu'intervient le mécanisme de justice transitionnelle qui aide un peu dans le cadre d'une approche holistique d'arriver à résoudre un peu le problème, notamment en se focalisant sur la recherche de la vérité, c'est-à-dire il y aura des victimes qui vont témoigner et qui vont dire ce qu'elles ont vécu et qui pourront, à la suite de ces processus, avoir droit à des réparations. Donc, la CPI devra notamment entretenir de bonnes relations avec le mécanisme de justice transitionnelle. Mais la difficulté sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, on remarque que la CPI devra tenir aussi compte du fait qu'il faudrait éviter que ces mécanismes de justice transitionnelle qui sont mis en place dans un État donné ne puissent pas constituer une stratégie d'impunité. Parce que le principe de la complémentarité veut qu'avant que la CPI puisse intervenir, il faut qu'il y ait une défaillance, c'est-à-dire qu'il faut que l'État en question ne puisse pas être en mesure de poursuivre ou n'ait pas la capacité de poursuivre. Et comment, et pour le juge en fait de constituant pour exercer cette justice internationale, les juges sont des nationaux, de pays, ou bien sont des juges recrutés au niveau international, ou comment ça se passe? Oui, normalement, par rapport à la justice transitionnelle fonctionne sous 4 piliers. Hein. Donc, oui. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le droit à la justice. Ça veut dire que ici, l'idée majeure, c'est d'identifier les auteurs des crimes qui ont été commis dans une situation post-conflit. Okay? Et là, on peut recourir soit à la justice pénale internationale, donc c'est là où intervient un peu la CPI, soit on peut recourir à un modèle de tribunaux mixtes, okay? Ou soit on peut recourir à la justice nationale pour poursuivre les crimes. Maintenant, le deuxième pilier fondamental de la justice transitionnelle, c'est ce qu'on appelle le droit à la vérité. C'est qu'on institue des commissions vérité et réconciliation qui vont recueillir les informations et établir des rapports et formuler des recommandations. Okay? Et ensuite intervient le troisième pilier qui est aussi fondamental, c'est le droit à la réparation. Au niveau de la CPI ou bien au niveau national, on a cette approche judiciaire de réparation. Ça veut dire qu'on octroie des réparations que quand il y a eu établissement de la responsabilité pénale. Okay? Alors qu'au niveau de la justice transitionnelle, on peut imaginer ou envisager l'octroi de réparations en dehors de l'établissement de la responsabilité pénale. Donc, si je prends un exemple concret. Et dans ces cas-là, qui c'est qui dédommage? Donc, il y a un fonds destiné, parce que le procès n'a pas encore eu lieu. Généralement, on met en place un fonds, oui. Hein, oui. Que ce soit au niveau national, on met ce qu'on appelle un fonds d'indemnisation. Et donc, ces fonds permettent à ce qu'on puisse donner des réparations aux victimes. Et ces réparations peuvent être des réhabilitations psychosociales, ça peut être aussi, disons, des restitutions, okay? Oui. Ça peut être l'indemnisation individuelle ou collective. Donc, il y a plusieurs formes de réparation. Mais l'idée centrale qu'il faudrait retenir ici, c'est que cette forme de réparation doit tenir compte des besoins réels des victimes. Et donc, ce qui est différent de l'approche judiciaire d'un tribunal, notamment, je prends l'exemple de la République centrafricaine, c'est que avec les poursuites de la CPI, hein, dans l'affaire Bemba, par exemple, dès que Bemba a été acquitté, il y a eu une difficulté. Que faire de victimes des atrocités ou des crimes? Oui. Donc, c'est dans ces cas-là que la justice transitionnelle intervient. Intervient pour pallier aux difficultés ou aux limites de la justice pénale classique qu'on connaît. Mais il existe déjà un fonds au niveau de la Cour pénale internationale, un fonds destiné aux victimes, au cas où, par exemple, dans l'exemple que vous avez cité, l'acquittement de Jean-Pierre Bemba, il y a un fonds qui sera destiné aux victimes. Tout à fait. Et c'est donc, en fait, le fonds aux victimes de la CPI est intervenu pour aider les victimes de la République centrafricaine. C'est parce que ces victimes-là ne pouvaient plus obtenir réparation au regard du statut de Rome. Parce que quand il n'y a pas de responsabilité, on ne peut pas octroyer des réparations. Et donc, le fonds au profit des victimes a imaginé ce qu'on appelle
à travers son mandat d'assistance, qui fait que le fonds peut octroyer une assistance aux victimes. Mais ici, on ne parle pas d'une réparation au vrai sens du mot. C'est juste une assistance, ouais, une assistance. Oui. Donc, c'est une assistance qu'on accorde aux victimes parce que la justice pénale classique n'a pas pu octroyer réparation à ces victimes. Et s'agissant du cas de la RDC, qu'en est-il de la justice transitionnelle jusqu'à présent? Parce que par rapport à la situation à l'Est, avec toutes les guerres qui ont eu lieu, est-ce que la justice transitionnelle opère en RDC? Il faut revenir en arrière pour expliquer un peu l'apport de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Il vous souviendra que après la deuxième guerre du Congo, donc la guerre qui a commencé le 2 août 1998 jusqu'en 2003, les différents belligérants se sont retrouvés à Sun City pour signer un accord de paix, ce qu'on appelle l'accord global inclusif. Et donc, à travers les dialogues intercongolais, l'une des résolutions de ces dialogues était la mise en place d'une structure qu'on appelle une commission vérité et réconciliation. C'était l'une de 5 institutions d'appui à la transition. Et donc, on peut dire que l'institution ou la création de ces mécanismes de commission vérité et réconciliation était l'un des apports de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Mais cependant, la difficulté, c'est que quand on analyse un peu le fonctionnement de cette commission, vous savez que c'était une commission mort-née parce qu'elle n'a pas bien fonctionné pour diverses raisons que nous pourrons revenir. Et quelles sont les causes de l'échec de cette commission Vérité et Réconciliation au niveau de la RDC? Oui, pour la RDC, les différentes causes de l'échec de cette commission Vérité et Réconciliation étaient essentiellement le manque de volonté politique. Vous savez qu'à l'époque, c'était les belligérants qui se sont réunis pour se partager un gâteau donc à Sun City. Et donc, ils ont formé ce qu'on a appelé les 1+4, donc un président avec 4 vice-présidents. Et donc, dans cette configuration politique, on voyait que c'était difficile pour la commission de faire son travail parce que la plupart des belligérants d'hier se retrouvaient dans l'espace gouvernemental et ils n'ont pas voulu assez que vérité puisse, disons, être connue par rapport aux crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo. Et donc, il vous souviendra aussi d'ailleurs que c'est même cette manque de volonté qui a fait qu'on ne puisse pas avoir un tribunal pénal spécial pour le Congo, alors que l'ampleur des crimes qui ont été commis au Congo voudrait assez qu'on puisse avoir un tribunal spécial pour faire la lumière de tout ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. L'autre raison fondamentale qui a amené à l'échec de cette commission Vérité et Réconciliation, c'était le manque de moyens. Et donc, le budget qui a été alloué au fonctionnement de cette commission ne l'a pas permis de faire son travail. N'oubliez pas que le mandat qui a été assigné à cette commission était de connaître les violations des droits de l'homme du 30 juin 1960 jusqu'au novembre 2006. Et donc, c'était énorme comme tâche pour cette commission. Et donc, à l'absence de moyens, la commission n'a pas pu faire son travail. Il y a aussi le manque de leadership, le fait que cette commission était noyautée par des belligérants qui n'avaient pas d'expertise en matière de justice transitionnelle. Mais aujourd'hui, il y a quand même il y a des voix qui s'élèvent pour demander la recréation de cette commission Vérité et Réconciliation. Quel est votre avis? Oui, moi je suis tout à fait pour une nouvelle commission Vérité et Réconciliation au Congo. Mais il y a des préalables. Il y a des préalables qu'il faudrait réunir pour avoir cette nouvelle commission. Il faut notamment faire une consultation des victimes pour savoir ce que veulent les victimes. Parce que on a remarqué qu'on met en place des structures et on ne consulte pas les victimes qui sont les premiers concernés et qui pourront donner un avis. Un autre préalable important, à mon avis, qui est une volonté politique. Et on peut dire aujourd'hui, avec le nouveau président de la République, on voit que dans plusieurs de ses discours, il a mis en avant le fait que la réconciliation nationale est un élément important si on veut aller de l'avant. Donc, on peut dire que cette volonté politique
est là, mais il y a quand même des doutes. Les doutes, c'est que quand on voit l'accord politique, quand on voit qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel est quand même composé des gens qui ont étaient hier dans les groupes armés ou qui étaient dans le mouvement des rébellions, on peut douter de leur bonne foi de mettre encore en place un mécanisme de justice transitionnelle de réconciliation en République démocratique du Congo. Mais on peut rester optimiste. On espère que le président de la République pourra, disons, mettre en pratique sa parole en mettant en place une commission vérité et réconciliation pour faire la lumière sur tous les crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo. Et ce serait faire justice aux victimes, je pense. Et après tout ce qu'on a évoqué sur la justice pénale internationale, par rapport au cas de la RDC et dans d'autres pays, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est votre souhait? Quel est votre mot sur tout ce qui se passe en rapport avec cette justice pénale internationale? Oui. Si je comprends votre question, vous voulez savoir un peu quel pourrait être un peu le souhait par rapport à ces mécanismes de justice traditionnelle. Mais je pense qu'il est important qu'on puisse avoir ces mécanismes de justice traditionnelle. On a vu les limites de la justice nationale, on a vu les limites de la justice pénale internationale, et je pense que la justice traditionnelle vient en rescousse non seulement de la justice nationale, mais aussi de la justice pénale internationale par rapport à leurs limites. Et donc, cette justice transitionnelle qui intègre plusieurs aspects. Il y a l'aspect justice qui est là parce qu'il peut y avoir des poursuites. Il y a l'aspect recherche de la vérité, c'est que les victimes ont l'opportunité de dire ce qu'elles ont vécu. Parce que n'oubliez pas, pour une victime, c'est pas simplement la justice qui est importante. Pour une victime, c'est aussi le fait de dire ce qu'elle a ressenti ou elle a subi comme atrocité. Et ça, c'est aussi une forme de justice pour ces victimes. J'ai eu l'occasion de faire des interviews sur le terrain à Goma et à Bunia, et j'ai discuté avec des victimes qui, pour certaines, voulaient qu'on puisse avoir plutôt une commission vérité et réconciliation pour leur permettre de dire ce qu'elles ont ressenti et qu'elles ont subi, et pour voir les auteurs aussi, hein, parce que dans une commission vérité et réconciliation, il y a aussi des auteurs des crimes qui viennent publiquement demander pardon par rapport à ce qu'ils ont fait. Et ça, je pense que ce serait un bon travail qui pourra amener à une vraie réconciliation en République démocratique du Congo. Moi, je pense que, comme disait un professeur de droit en Belgique, qui disait « tout passe sauf le passé ». Et donc, ceux qui veulent qu'aujourd'hui on puisse oublier les crimes de Makobola, de Mwenga, où des femmes ont été enterrées vivantes, je pense que ce serait pas une bonne chose. Donc l'idée, c'est de plaider en faveur d'un mécanisme de justice transitionnelle, une forme de commission vérité et réconciliation, en tenant compte des contextes congolais, hein, qui pourra nous aider à aller de l'avant. Voilà, donc votre mot de la fin, vous avez un mot? Le mot de la fin, c'est d'inviter les autorités congolaises à mettre en place une commission vérité et réconciliation, donc en respectant ces préalables, notamment une vraie consultation des victimes et des différentes parties prenantes, la société civile, et je pense que ce serait faire justice à toutes ces victimes. Hein. Donc aujourd'hui, quand vous allez à l'est du Congo, vous allez voir des victimes des crimes d'avant 2002 qui aujourd'hui n'ont pas obtenu justice, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et donc, ces victimes se sentent abandonnées à leur triste sort. Donc, je pense que le moment est venu pour qu'on puisse, disons, faire face à notre passé violent, parce que vous savez que les crimes qui ont été commis au Congo, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, c'est des crimes atroces. Et si on ne veut pas que ces crimes puissent se reproduire, il est temps de mettre la lumière, de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé. Et donc, je pense que ce serait faire justice à toutes ces victimes. Voilà le mot de la fin que j'avais.
Merci, professeur Eugène Bakama. Merci d'avoir participé à cette émission. Vous interveniez donc depuis la Belgique. Professeur Bakama, Eugène Bakama est professeur et docteur en droit de l'Université d'Aix-Marseille en France. Il est président du Club des Amis du droit du Congo. Il est aussi membre de la commission d'experts africains sur le droit pénal international. Nous vous quittons, madame, monsieur, en vous fixant rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Profondeur du droit. Restez branchés sur la chaîne de télévision B1 TV. Au revoir et à la prochaine.